bonjour et bienvenue à ce premier forum des libraires. Alors, pour la 5e année consécutive, Livre Hebdo va remettre les grands prix de la librairie. Mais cette année, on a voulu organiser une journée plus dense, plus complète. Les grands prix de la librairie seront remis cet après-midi. Mais ce matin, on va recevoir 11 maisons d'édition qui vont nous présenter leur rentrée, puisque c'est aussi la saison de la rentrée littéraire, qui vous intéresse tous, je crois. On va également parler un petit peu du métier de libraire dans l'après-midi. Cette journée est en partenariat avec Babelio. Et je voulais vous remercier, vous qui êtes dans la salle, vous qui nous suivez en ligne. Et pour commencer cette journée, je vous demande d'accueillir Michel Lano, directeur général d'Electre, la société d'éditrice de Livre Hebdo, qui va introduire cette journée studieuse, ce forum. Michel. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci Jacques. Moi j'en profite pour vous présenter Jacques Bronstein, qui est rédacteur en chef de Livre Hebdo et qui va être l'animateur de toute cette matinée et également de la remise des Grands Prix cet après-midi. On va essayer. Vous êtes dans un lieu tout à fait singulier et c'est un moment exceptionnel de vous accueillir ici. Exceptionnel parce que probablement d'ici quelques mois, ce lieu va changer de destination. Il a vocation à accueillir une activité commerciale. Et au-delà de cette architecture très particulière qui est celle du Second Empire, ce sont les bâtiments historiques du Cercle de la Librairie. Alors le Cercle de la Librairie, c'est un syndicat interprofessionnel qui a été créé en 1847. C'est le plus vieux syndicat français. Et il a été créé par une poignée d'éditeurs qui avaient la volonté de faire à la fois rayonner leur industrie et également aussi de trouver une association professionnelle pour échanger, pour mettre en commun leurs forces, leurs initiatives, leurs pensées. Et depuis cette date, le Cercle de la Librairie, qui est la maison mère d'Electre, poursuit cette mission de manière inlassable, qui est de fédérer l'ensemble des professions du livre pour défendre ces grandes causes et projeter à chaque fois ces métiers dans l'avenir. Il faut savoir qu'à cette époque, on était libraire, on était également aussi imprimeur, on était également aussi éditeur. Donc le Cercle de la Librairie, dans la pensée de ces industriels de l'époque, c'était le cercle de tous les métiers du livre qui, au gré de l'évolution des technologies et des marchés, ont chacun pris leur spécificité dans les métiers d'imprimeur, de libraire, d'éditeur. La symbolique ici de vous réunir, c'est donc de retrouver cet esprit de l'échange, de la conversation, cet esprit aussi de la contradiction, de la confrontation. Et ces lieux résonnent de tous les combats de livres depuis plus de 150 ans maintenant. Ce sont les combats pour la défense de la presse, les combats de la défense du droit d'auteur. Ce cercle de la librairie est né à peu près au même moment que la SGDL, la Société des gens de lettres, qui voulait défendre le droit d'auteur. Et toute cette histoire s'est poursuivie jusque dans les années 80, avec bien évidemment la loi Lang, et qui aujourd'hui fédère tout notre secteur. Donc soyons inspirés ce matin de cet esprit de conversation et de cet esprit de contradiction dans tous les débats auxquels vous allez participer. C'était aussi ce cercle un lieu de représentation et un lieu de rayonnement. Il résonne de tous les noms des grands éditeurs de l'époque, des Hachette, des Firmin Didot, des Plon, des Hetzel. Et tous ces industriels ont souhaité avoir un lieu qui incarnait la puissance et l'innovation de leur industrie et de leur maison. Et ils ont confié l'architecture de ce bâtiment à Charles Garnier, qui venait de s'illustrer quelques années auparavant avec la création de l'Opéra de Paris. Et c'est aussi dans cet esprit de montrer que cette industrie naissante était une industrie puissante et qui rayonnait. Et je m'inspire aussi de ce propos pour faire de cette journée un moment de rayonnement des métiers,
mais aussi de rayonnement des productions éditoriales. Et avec ce forum des libraires, qui est une première pour nous, nous avons souhaité poursuivre cette histoire du rayonnement et aussi de faire rayonner au plus grand nombre. Donc vous êtes un peu plus de 100 aujourd'hui ce matin présents dans ce cercle de la librairie et plus de 1000 présents au travers des réseaux et de cette diffusion en direct de ce forum des libraires. Donc soyez les bienvenus pour converser et pour participer à la richesse de cette rentrée littéraire dans un format tout à fait inédit où nous avons souhaité mettre ensemble les maisons d'édition pour débattre et pour échanger et surtout vous entendre, éditeurs, éditrices, autour de vos convictions, autour de vos choix, autour de votre pensée qui guide chaque jour votre quotidien pour construire vos collections, pour construire ce qui va faire l'année littéraire de votre maison. Et c'est là-dessus que nous vous attendons. On a envie de vous découvrir et de découvrir à travers vous qu'est-ce qui a motivé toute cette création littéraire que vous portez aujourd'hui pour cette rentrée. Et on a un très grand plaisir que je vous invite vraiment à partager avec moi, c'est d'accueillir Laure Adler, qui nous fait l'amitié de sa présence pour relever ce singulier débat et d'animer cette matinée autour de la rentrée. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie d'accueillir Laure à mes côtés. C'est moi qui vous remercie. La rentrée littéraire, je la connais. Des deux côtés, j'ai traversé le miroir depuis longtemps, du côté des maisons d'édition et du côté du journalisme. Et je voulais vous remercier tous les deux de m'avoir convié à cette rentrée littéraire parce que ça a été un grand bonheur, comme chaque année, de découvrir des livres, de découvrir des premiers romans, de voir quel est l'esprit d'une maison à l'intérieur de ce moment de scansion qui est une rentrée littéraire, qui est déterminante évidemment pour le succès d'une maison, mais aussi pour son économie. Donc, le dialogue a eu lieu, il a été fécond. D'abord, je voudrais rendre hommage à deux éditeurs qui, hélas, ont disparu récemment. Je voudrais rendre hommage à Sophie de Sivry et à Jean-Paul Capitani. Voilà deux éditeurs indépendants qui étaient le fer de lance de ce métier magnifique qu'est l'édition. Et puis, on va commencer. Je vais essayer de partager avec Jacques tous nos coups de cœur. Ils ont été nombreux au cours de un mois de lecture. On a confondu les maisons d'édition, on a échangé nos coups de cœur progressivement. Et donc, on va faire comme au Festival de Cannes. J'appelle. Alors, Jacques. Alors, j'appelle à nous rejoindre pour cette première table ronde Sophie Charnavel, directrice éditoriale de Robert Laffont. Ah. Bonjour. Oui, bonjour Sophie. On va vous asseoir là, pardon, je manque à tous mes devoirs. Oui, je voudrais préciser aussi que j'avais remarqué, donc je pense beaucoup à elle, que c'est une première fois pour pas mal d'éditrices aujourd'hui de présenter la rentrée de leurs éditeurs et leur propre rentrée. Donc ça va très bien se passer, les filles, pas de problème. Et bien justement, j'appelle Anna Pavlovitch, dont je crois que ce n'est pas la première fois, directrice éditoriale d'Albin Michel. Et Olivier Nora, président des éditions Grasset. Pour lui, ce n'est pas une première. Alors, l'idée que nous avons eue, même si effectivement une rentrée littéraire est faite de titres très différents, c'est de demander à chaque éditeur un petit peu quelle était la couleur de sa rentrée, comment il l'avait conçu. Et je vais commencer par vous, puisque vous êtes arrivé le dernier sur scène, Olivier Nora. Ce qui m'a frappé, c'est évidemment la rentrée 2022, on se souvient tous j'allais dire de l'explosion Virginie Despentes. Et là, dans votre rentrée, ce qui m'a frappé, c'est la place de l'histoire. On croise, Virginie Despentes, c'est le présent, on ne peut pas faire plus actuel. Et dans votre rentrée cette année, on croise Nietzsche chez Guy Bollet, on croise Catherine et Marie de Médicis chez Laurent Binet, on croise Maître Écart chez Antoine Sénanque, ou Vivaldi chez Léonore de Recondo. Voilà, pourquoi, il n'y a pas de pourquoi d'ailleurs, mais
Quelle est cette couleur que vous avez donnée ou que les textes ont donnée à la rentrée? Bon, d'abord, merci à Livre Hebdo de nous réunir aujourd'hui. Merci à toi, merci à vous. La rentrée d'un mot, Grasset, elle est très concise. On va publier 30% de moins de titres que dans nos rentrées habituelles. On a 11 titres, 10 romans, dont un premier roman et un roman de littérature étrangère, et 10 romans français. Pour vous donner une idée, le poids de forme Grasset, habituellement, c'est 16-17 titres. Donc 30% de moins, rentrée concise. Et deuxièmement, rentrée romanesque. Alors vous allez me dire, c'est bien le moins que d'avoir une rentrée romanesque, sauf que le roman contemporain est tellement assigné à résidence dans l'autofiction, où le poids de chair palpitante sur la table donne le gage d'authenticité et de réalité, que la fiction du grand large peut paraître un peu exotique. Et en effet, c'est une rentrée dans laquelle on se promène beaucoup, espace et temps, histoire et géographie. Voilà, donc je dirais concise et romanesque, si c'est en un mot. Alors, c'est une rentrée aussi philosophique, parce qu'à l'intérieur des livres qui sont publiés aux éditions Grasset, il y a un livre d'un auteur que vous suivez depuis pas mal de temps et qui va s'attacher à essayer de décrire l'histoire de la sœur de Friedrich Nietzsche. Alors Nietzsche, on le sait, est un auteur considérable de l'histoire de la philosophie, mais après sa mort, la polémique a commencé. Cette polémique a été orchestrée par sa sœur qui a été très proche des autorités nazies, qui vivait d'ailleurs avec un nazi, et qui, depuis la publication de certains textes de Friedrich Nietzsche, s'est attachée à salir, à détourner la réputation de cet immense philosophe qui a déconstruit beaucoup de canons de la philosophie. Comment et pourquoi avez-vous décidé de mettre à la rentrée ce livre qui, par ailleurs, est tout à fait passionnant et qui revêt de nombreuses dimensions philosophiques, politiques et aussi littéraires, bien évidemment? Ben, vous avez la réponse dans la question, parce que c'est un livre absolument passionnant. Voilà, donc Guy Bollet, certains d'entre vous l'ont probablement pratiqué, mais c'est vrai que c'est un livre plus lourd, plus dense, plus ambitieux que ce qu'il nous avait donné jusqu'à présent. C'est un homme très étrange, Bollet. C'est un type qui a fait 1000 métiers, qui est arrivé tardivement à l'écriture, dont les premiers titres ont été très très largement salués. Hein. Son premier livre, Fils du feu, avait eu, dans mon souvenir, 7 prix ou quelque chose comme ça. Voilà. Et là, ça s'appelle À ma sœur est unique. C'est en effet, il déploie la relation toxique de Nietzsche et de sa sœur, qui s'appelle Elisabeth Förster. Förster parce qu'elle a épousé en effet un type qui était pré-nazi, pourrait-on dire, parce que le parti n'existait pas, mais c'est un homme qui avait tous les traits de ce qu'allait devenir le nazisme, l'antisémitisme, farouche, forcené. Il a été jusqu'à créer une sorte d'enclave prétendument pure au Paraguay, débarrassée, épurée en quelque sorte de ces juifs. D'ailleurs, cette partie de l'aventure est absolument inouïe dans le livre aussi, hein, qui est cette colonie de la Nouvelle-Allemagne au Paraguay. Et c'est un type qui se suicidera. Et sur le rapport entre les deux, c'est passionnant en effet, parce qu'on voit la manière dont cette Elisabeth, après avoir s'être occupée de Nietzsche depuis les premiers temps, c'est un rapport toxique, complexe, quasi incestueux au début de leur relation, et puis peu à peu, elle va prendre en charge son frère devenu malade, mais elle va surtout s'approprier l'œuvre, la caviarder, la travailler, veiller à ce que les textes princeps disparaissent peu à peu, faire sortir du cercle de Nietzsche ses plus proches, jusqu'à apporter en quelque sorte en dot à Hitler l'œuvre de Nietzsche. Et c'est vrai que toute l'erreur de l'interprétation, toute la postérité a fait passer le surhomme et un certain nombre de concepts nietzschéens comme des concepts qui, au mieux, préparaient le nazisme, au pire, le potentialisaient et en étaient l'expression pure, alors qu'on voit très bien que Nietzsche, de son vivant, voyant la manière dont elle était en train de s'approprier ses idées, ne cessait de s'y opposer et de dire qu'il n'avait rien à voir avec tout ça. Donc,
Alors là, on l'aborde d'un point de vue assez philosophique, ce livre. C'est un roman, hein, c'est-à-dire c'est construit comme un roman, et ça fait partie de ces romans, je trouve, assez jubilatoires, dans lequel vous avez une dynamique, une diégèse, un récit, des personnages, une narration, une aventure, mais où, en contrebande, on vous fait passer en effet des concepts philosophiques. Voilà, donc on se distrait, on apprend. Alors Jacques le disait, dans la rentrée Grasset, il y a l'ombre de l'histoire. Laurent Binet donc prend le roman historique au sérieux. Tu le disais en introduction de cette matinée, l'autofiction a pris le dessus à l'intérieur de la littérature française. Moi, je m'en félicite personnellement, mais est-ce pour cette raison que certains auteurs qui sont extrêmement connus et reconnus du grand public, comme Laurent Binet, prennent des faits historiques comme support de leur imaginaire? Binet, ça n'a jamais, il n'a jamais fait d'autofiction. Donc voilà, c'est-à-dire, oui, HHHH, c'était donc la Deuxième Guerre mondiale. La 7e fonction du langage était du contemporain. Civilisation, beaucoup moins, puisque c'était une sorte d'uchronie et d'utopie dans lequel l'Occident ne découvrait pas son autre, mais l'autre découvrait l'Occident. Bon. Et là, c'est un livre assez étonnant qui s'appelle Perspective, qui nous propulse dans la Florence du XVIe siècle. Binet, c'est un drôle de type. Il prend 4 à 5 ans pour faire chacun de ses livres. Et on sent bien que chacun de ses romans est un prétexte pour lui à s'immerger dans un continent qui, a priori, l'interroge, le passionne, le questionne, mais sur lequel il ne connaît pas grand-chose au départ. Et puis, il travaille. Là, en l'espèce, ça l'a intéressé de se pencher sur la Renaissance tardive, l'invention de la perspective, la sortie de la perspective, qu'est-ce que ça a représenté comme révolution picturale. Et comme il a eu peur de faire très emmerdant s'il faisait un livre pur sur la révolution picturale, il s'est créé une sorte de double défi, c'est de dire je vais faire un roman épistolaire et je vais faire un roman policier. Alors chacun de ces genres est déjà pas évident, mais l'intersection entre le policier et l'épistolaire, c'est quasiment inédit. Je pense qu'il doit y avoir 1 ou 2 livres dans la littérature mondiale qui font du polar épistolaire. Voilà. Et ce faisant, ça lui permet, on démarre avec la mort de Pontormo, et puis c'est Vasari qui va enquêter pour le compte du duc de Florence, mais ça lui permet, chemin faisant, de partir sur l'ensemble des suspects. Les suspects, ça peut être les peintres, mais ça peut être aussi la religion, et ça lui permet de faire vivre toute la religion de l'époque, et ça peut être les politiques, et ça lui permet de faire vivre aussi toute cette période dans laquelle l'Italie était une proie pour les grandes puissances de l'époque, qui étaient la France et l'Espagne. Et donc, voilà, il y a de la géopolitique, il y a de la religion, il y a de l'histoire, il y a de l'esthétique et de l'invention esthétique, et surtout, il y a un coup de maître dans un polar jubilatoire. C'est un livre qu'on a déjà cédé en 15 langues à l'étranger, dont certaines langues dans lesquelles il y avait des enchères entre 3-4 éditeurs. Donc voilà, c'est visiblement un livre qui plaît. On parlait du poids de l'histoire, et je dois dire que je l'ai aussi retrouvé dans votre rentrée, mais avec un filtre particulier, c'est le filtre proustien. Effectivement, forcément, parce qu'il y a Laure Murat qui raconte sa famille de princes d'empire, et elle raconte comment finalement Proust lui a permis de comprendre et de se déprendre des us et coutumes de son milieu. Donc dans votre rentrée, il est beaucoup question du monde et de la société, mais alors pas au sens des pages des journaux, au sens de Proust. Et on retrouve ça chez Louis-Henri de La Rochefoucauld, qui nous raconte le tout Paris d'aujourd'hui avec une pétulance incroyable, avec des personnages hauts en couleur, dont un avocat qui devient garde des Sceaux. Bref, on est quand même très près du réel. On a Eva Ionesco qui nous raconte une passion, et là on est plus proche de l'autofiction, ce qui prouve que les genres sont poreux. Comment avez-vous construit cette rentrée? Comment s'est imposé Proust dans cette rentrée? Je ne sais pas si s'est imposé ou si finalement Proust est partout.
C'est vrai que la rentrée littéraire, c'est quand même un exercice compliqué. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus au final. Donc c'est un moment, à la fois, le moment qu'on est en train de vivre, c'est le moment un petit peu de tension. Nous, on est heureux, on est dans une espèce d'optimiste où à chaque fois, on se dit qu'on arrive à faire émerger. Puis à un moment donné, il y a aussi le réel. Donc on est encore dans cet entre-deux et on essaie de soutenir nos auteurs. Moi, la rentrée littéraire, c'est aussi le travail de 2 éditrices de la maison, qui sont Claire Docero sur la littérature étrangère et Alice Dandigné sur la littérature française. Donc c'est issu aussi de cet équilibre, de ces choix. Et pour répondre sur Laure Murat, c'est vraiment un texte que Alice Dandigné porte depuis longtemps. Donc où se mêle à la fois cette histoire incroyable, puisque Laure Murat, qui est une auteure plutôt de non-fiction, une essayiste, une intellectuelle, se livre là dans un exercice personnel. Universitaire, féministe, Voilà. enfin bon, on l'attendait pas forcément chez Proust. Et on ne l'attendait pas là. Or, elle raconte justement de manière assez détachée, c'est à la fois de l'autofiction, mais complètement narrative, cette histoire, puisqu'elle est issue, sa famille est issue d'une double lignée où les deux se retrouvent dans la recherche du temps perdu. Et en fait, elle découvre à son adolescence, quand elle lit Proust, tout d'un coup, elle a le mode d'emploi de cette famille assez incroyable. Moi, un des mots qui revient au début, où elle dit on se tient dans cette famille. Et ce texte, je vous raconte vraiment les coulisses de... Alice me l'envoie un vendredi soir, je suis samedi matin, je trie mes mails, je suis vraiment pas du tout là-dedans, et j'ouvre le fichier. Et je pense pas du tout que je vais lire le texte de Laure Murat. Vraiment, je suis en train de prendre mon café, faire ma revue de presse. Et en fait, je me fais complètement happer par ce texte. Et j'allais dire, je me réveille. Je ressors de cette atmosphère-là 4 heures plus tard et je suis émerveillée. C'est-à-dire qu'il y a une délicatesse qui sort de ces pages qui m'a totalement bouleversée. Il y a une délicatesse à l'intérieur de ce texte, mais il y a aussi un grand courage. Il y a ce terme qu'on dit coming out, on peut dire que c'est un coming in d'une certaine façon, Laure Murat, puisqu'elle découvre grâce à Marcel Proust ce qu'elle a vécu comme oppression des codes familiaux et de l'impossibilité d'exister en tant qu'homosexuelle dans un monde qui est régi par des codes et qui l'enserre. Donc c'est une véritable recherche à l'intérieur de la recherche. C'est un livre de mise en abîme et c'est peut-être la mise en abîme qui caractérise aussi votre rentrée. On parlait d'Elisabeth Nietzsche tout à l'heure avec Olivier. Là, il y a une espèce de réflexion de la part d'une essayiste qui devient romancière de son propre roman familial. Mais il y a aussi, effectivement, Jacques le disait, il y a les petits farceurs à l'intérieur de votre rentrée où l'ombre de Proust plane aussi. Tout comme dans le texte de Laure, l'ombre des La Rochefoucauld plane aussi. Donc il y avait des croisements qui étaient assez rigolos. Ça, c'est un hasard complet. Complet. Votre spécialité cette année, c'est les transfuges de classe à l'envers. C'est exactement ça. Et c'est vrai que Louis-Henri nous livre alors un univers que nous on connaît un petit peu puisque c'est l'univers dans lequel on baigne du milieu littéraire, mais avec un regard, un humour, mais au-delà de ce décorum qui est quand même assez croustillant. Et où certains se reconnaîtront ou pas d'ailleurs. On a surtout l'amitié extrêmement forte entre 2 personnages, un provincial qui est là pour conquérir Paris, pour devenir un grand auteur, qui fait un grand livre dont il est très fier, qui est un énorme crash puisqu'il ne se passe rien pour lui, qu'il en vend 2 exemplaires et demi. Et puis le double de Louis-Henri, je pense qu'on ne trahit pas de secret, qui est au contraire un Parisien issu de cette histoire-là, qui lui est blasé avant d'avoir commencé, et c'est aussi la confrontation de cette amitié et de ce chassé-croisé, puisque cet auteur raté va devenir un co-auteur, un ghostwriter, un nègre, et notamment du garde des Sceaux. Alors, il y a des livres que nous n'avons pas reçus encore, il y en a assez peu, mais parmi eux, enfin, je crois que Jacques, tu l'as pas reçu, Eva Ionesco, on l'attend. Et puis, je voudrais qu'on termine avec quelqu'un dont la mort a été peu saluée. Il y a des gens qui ont la mauvaise idée de mourir en plein été, et du coup, leur mort passe inaperçue. Ça a été le cas, je trouve, de Juliette Gréco. Et vous publiez un très beau livre de ce rappeur, de ce musicien qu'on connaît tous, qui s'appelle Abdel Malik, et qui rend hommage à Juliette Gréco.
Pour répondre à la question du début, comment se constitue une rentrée, des fois c'est aussi le hasard, le hasard des réceptions. Moi, Abdelmalik, c'est un auteur que je suis depuis longtemps. On a travaillé sur Camus ensemble. Il a un univers extrêmement fort. Et un jour, il m'envoie ce texte qui n'est pas très long sur sa muse, sur cette rencontre. Pareil, il y a aussi cette amitié très forte entre eux, malgré les générations, malgré l'endroit d'où ils viennent, malgré toute cette histoire-là. Et il m'envoie ce texte sur Juliette Gréco et sur ce qu'elle incarne pour lui, ce qu'elle incarne, je crois, pour nous tous, en termes de personnages littéraires incroyables qui traversent l'histoire et qui a connu des gens qui font partie du panthéon français. Et dans sa langue très particulière, très littéraire, il raconte cette histoire-là, leur histoire à eux. Et c'est vrai que quand j'ai lu le texte, je l'ai partagé avec Alice et on s'est dit, mais il faut que ce texte soit en rentrée. Je me propose de passer à vous, Anna Pavlovitch. J'ai noté une phrase un peu au hasard qui était « On ne sait jamais comment se compose une rentrée littéraire ». Chez Albin Michel, on sait un petit peu, on pense qu'il y aura un roman d'Amélie Nothomb. Et cette année, pour la 31e fois, je signale qu'en 1994, elle n'a pas publié de roman et je n'ai pas l'explication. On n'a pas eu celui-là non plus, le livre d'Amélie. Ah non, mais j'ai lu une très longue interview apparaître dans Livre Hebdo qui fait que je peux un peu me raccrocher aux branches. Et alors, ce qui est amusant, c'est que je cherchais quelque chose de commun au livre de votre rentrée. Et Vous avez trouvé ? Comment ? Vous avez trouvé ? J'ai trouvé qu'il s'agissait de faire parler ceux qui se taisent. Et alors Amélie Nothomb, elle met vraiment la barre très haut puisqu'elle dialogue avec son père qui est décédé. Et elle s'envisage comme le Saint-Esprit. Elle a pris ce très joli titre, Psychopompe, qui sont donc les gens qui amènent les vivants vers la mort. Mais je crois qu'elle est presque plus ambitieuse que ça. Elle amène aussi les morts vers les vivants. Et donc, bon, ça a l'air d'être un Amélie Nothomb ambitieux. Mais ils le sont tous, mais celui-là... Oui, c'est le cas. Je crois que c'est un livre qui s'inscrit après Soif, après Premier sang. Et elle boucle une trilogie, ce faisant. Et au passage, elle écrit sur l'écriture, ce qui est notable dans ce livre-là. C'est la 4e de couverture du livre. Elle nous explique qu'écrire, c'est voler. Et oui, c'est un livre tout à fait important pour Amélie. De la même façon qu'Amélie fait partie de ce qui structure absolument une rentrée chez Albin Michel, mais je dirais même une rentrée littéraire tout court. En fait. Oui, ça c'est vrai, effectivement. Nous ne saurions pas comment faire. On serait perdu, absolument. On serait perdu sans Amélie Nothomb. Il y a aussi un autre auteur qui est important, je crois, pour vous, c'est Serge Joncourt qui publie Chaleur humaine. Et effectivement, c'est un peu une phrase toute faite, mais il fait parler des gens qu'on entend peu dans la littérature française. Ça se passe souvent, pas que, mais dans le Lot, chez des paysans. Et on découvre la richesse de leur univers, un univers comme ça, une écriture très particulière, puisque finalement, il ne nous dit pas vraiment ce qu'il pense. Une écriture à l'américaine, dans le fond, il transforme le Lot en Colorado, et l'âpreté du monde est complètement transcendée par sa capacité à décrire la beauté des paysages. Oui, merci de citer Serge Joncourt et Chaleur humaine. C'est un livre qui vient après Nature humaine, qui a obtenu le prix Femina. Pour autant, c'est pas une suite. Je pense qu'on parle pas de suite dans la comédie humaine. Moi, j'avais pas lu le premier, je peux avouer. Et vous étiez pas perdu en lisant. Je suis pas de problème. Voilà, vraiment. Ça avère ce que je dis. C'est un des moments de sa comédie humaine. Pour autant, on retrouve le même lieu. Et ce qui m'a frappé dans ce livre-là, c'est l'unité de lieu, cette ferme perdue dans un endroit qui m'est cher. Entre des collines et une rivière dans le Lot. Et puis, peut-être, ça c'est assez notable pour ceux qui connaissent les livres de Serge Joncourt, un temps très resserré. Un temps très resserré, c'est peut-être son livre le plus au présent, vraiment à la pointe du présent, puisque le livre se déroule sur 3 mois. 3 mois qui nous tendent un miroir, puisque c'est janvier jusqu'à mars 2020. Et donc pendant ces 3 mois-là, il s'est passé quelque chose de particulier. On pourrait dire que le monde s'est arrêté.
Et il s'est arrêté pour plusieurs raisons. Il s'est arrêté parce qu'on vivait et on vit encore un dérèglement climatique, une sécheresse. Quand on installe un roman à la campagne, la sécheresse, ça se voit. Des maladies, des épidémies, un confinement qui approche. Et tout ça lui permet de mettre en place un huis clos familial qui dit beaucoup du monde. Et qui nous tend un miroir. Ouais. Et ça, c'est une dimension qu'on va retrouver dans plusieurs maisons d'édition. C'est effectivement la littérature comme possibilité, arme de réflexion sur cette pandémie qui nous a tous immobilisés mondialement, mais qui a aussi permis aux écrivains d'analyser le rapport au temps qu'on retrouve aussi dans d'autres livres de votre rentrée, Anna, Absolument. notamment Pascal Quignard. Parlons-en. Les heures heureuses, oui, parce que. Mais pour revenir sur cette question des livres de pandémie, moi j'étais assez effrayée quand on était en plein dedans de voir des écrivains qui se sont fait souvent piéger par des demandes de journalistes et qui ont écrit dans la précipitation, dans l'instant. Et je crois que précisément la littérature, c'est pas ça. Enfin, je prétends pas savoir ce que c'est la littérature, hein, mais surtout pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut du temps. Il faut du temps. Et là, ce livre-là, qui va au-delà de la question du confinement, je pense que le confinement lui a permis d'avoir un espace, une structure, d'avoir la possibilité d'un huis clos familial. Et puis, c'était un cadre parfait pour un romancier. Je pense que ce livre-là, il n'était pas possible dans l'instant. Il n'était pas possible au moment où on était nous-mêmes arrêtés. Et puis oui, vous avez cité Pascal Quignard, oui, c'est une nouveauté chez Albin Michel. Et je me disais depuis tout à l'heure, mais on va me demander ce qu'on vous a demandé, c'est-à-dire quelles sont les couleurs de cette rentrée. J'en sais rien, parce que je me méfie beaucoup de tout ce qui pourrait ressembler au mot stratégie en littérature. Hein. Je ne crois pas qu'on décide a priori, on décide à partir des livres, on décide aussi avec les écrivains. Je crois que la première chose à faire, c'est de dialoguer avec eux. Moi, je leur demande à tous, est-ce que tu es sûr de vouloir y aller? Parce qu'une rentrée, c'est une fête, mais c'est aussi une guerre. C'est aussi quelque chose de compliqué à vivre, puisqu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc, c'est quelque chose qui se construit en dialogue. Mais disons que ce qui caractérise cette rentrée-là, c'est qu'aux côtés d'Amélie Nothomb, de Jean-Michel Guénassia, de Clélia Renucci, qui sont des auteurs publiés depuis longtemps chez Albin Michel, et ben, il y a des nouveaux auteurs qui arrivent. Vous avez cité Quignard, ce qui nous honore, et ce qui m'amuse aussi beaucoup. Tout ça est très joyeux. Mais aussi Émilie Frêche, mais aussi Claire Berest, mais aussi Régis de Samorera, des nouveaux auteurs Albin Michel. Et ça, je crois que ça dit la volonté de déploiement vers la littérature de la maison. Alors, un dernier mot sur votre rentrée. On parlait de Pascal Quignard et d'Amélie Nothomb. En fait, ils font la même chose. Hein. Grâce à la littérature, ils font vivre les morts et ils les font parler. Je voudrais préciser que dans le livre de Pascal Quignard, il y a un portrait magnifique d'une écrivaine qui nous a beaucoup séduite, enflammée, qui compte beaucoup dans la littérature française et qui est morte beaucoup trop jeune. C'est le portrait d'Emmanuel Bernheim. Donc, que la littérature continue à faire perdurer son aura et la force de son écriture, c'est magnifique. Et puis, je voudrais qu'on termine par un livre qu'on a beaucoup aimé tous les deux avec Jacques, c'est celui que vous venez de citer, d'Anne Berest, L'épaisseur d'un cheveu. Claire Berest, ça c'est Claire, voilà. Le problème avec les Berest. Pardon, alors c'est Claire Berest. Donc, une dimension polar, un livre très bien tenu à partir d'un métier redouté par nous tous, qu'on soit libraire, qu'on soit éditeur ou qu'on soit journaliste, c'est les correcteurs. Oui, parce que ce qui est très drôle dans ce livre, c'est qu'en fait, c'est un correcteur. Je crois que sa femme utilise à un moment une impropriété, un anglicisme, et de ce point de départ, on va aller jusqu'au meurtre. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'un correcteur me fait une réflexion, je me demande, et là, ça y est, elle a su incarner toutes mes peurs. Oui, je crois ce qu'on peut surtout souligner dans L'épaisseur d'un cheveu, c'est cette implacable mécanique. En fait, c'est un livre où les rouages s'enchaînent. Je crois qu'au fond, c'est peut-être
le seul critère, alors que la littérature est si compliquée à défendre. C'est est-ce que le livre vous attrape et ne vous lâche pas et vous prend complètement. Et c'est ce qu'a réussi Claire Berest avec cette autopsie d'un couple, oui. Je vais enchaîner, puisqu'on va bientôt passer au plateau suivant, en posant une question un petit peu générale, mais si vous la trouvez idiote, n'hésitez pas à me parler d'un coup de cœur à la place dans votre entrée ou d'un livre qu'on n'a pas cité. Justement, on parlait à l'instant avec Anna de comment est-ce qu'on fait évoluer une maison à chaque rentrée, puis en même temps la pérennité. Olivier Nora, est-ce qu'on regarde un peu au trébuchet, on se dit, ah bah là, il y a 4 titres vraiment très grassets, puis ça fait un peu évoluer l'image, ou est-ce que c'est plus hasardeux que cela? Je crois qu'Anna a raison, on raisonne plus en fonction des auteurs qu'en fonction de la représentation qu'on se fait de l'image de la maison. C'est-à-dire, pour une maison comme Grasset, entre ce que les éditeurs espèrent voir publié dans la rentrée, ce que les auteurs désirent pour la rentrée, on a en gros on a plus d'une trentaine de titres qui se voient à la rentrée. Donc, si on veut faire l'effort de frugalité que nous avons fait cette année, ça suppose beaucoup de décantations, beaucoup de conversations avec les éditrices, avec les éditeurs, avec les auteurs, parce que ma conviction, c'est que c'est quand même très difficile. Enfin, on sait que la rentrée est très difficile. On sait expérimentalement, pour avoir vécu tous la chose durant des années, que on peut avoir un titre qui perce le blindage, parfois 2, ce qui est déjà très bien, 3, c'est exceptionnel. Et donc, si vous alignez 20 titres, vous avez quand même une grande probabilité d'avoir beaucoup de frustration. Ça ne veut pas dire du tout, pour autant, que les titres qui ne seraient pas programmés à la rentrée seraient de moindre qualité. Ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est, avec la petite expérience qu'on peut avoir à la fois de ce que sont les rentrées, de ce que peut être l'horizon d'attente, de ce qu'on anticipe des jurés des prix, ce qui est de plus en plus difficile et de plus en plus aléatoire, de ce que les auteurs eux-mêmes sont prêts à accepter ou à ne pas accepter, de ce que l'époque appelle ou n'appelle pas. Voilà, quel arbitrage, quelle décantation peut-on faire qui fera le moins de malheureux possible. Voilà. Alors, si vous me dites par ailleurs quel choix et pourquoi, c'est vrai que je pense qu'il y a... Laure, tu t'en réjouis, moi pas toujours. Je pense qu'il y a de magnifiques textes d'autofiction, mais il y a aussi du selfie littéraire sans beaucoup d'intérêt, et que la réduction de la bande passante, l'interdiction de l'appropriation culturelle, l'inversion des pôles qui fait que plus le réel est contaminé par la fiction, plus on demande à la fiction de donner les gages de sa réalité et de sa légitimité, tout ça est en train de nécroser un tout petit peu la création, et que ma crainte, c'est que, et d'ailleurs les chiffres de vente des romans littéraires français et étrangers sont plutôt problématiques et nous inquiètent beaucoup. Voilà, donc il y avait en effet une volonté parmi ce qui nous était proposé de se dire qu'est-ce qui est susceptible de redonner du souffle, de l'imagination, la force de l'imaginaire, la force et la puissance d'une écriture. Et est-ce que ce pari-là, qui est un pari de plaidoyer pour le romanesque, passe ou ne passe pas? Donc il y avait un peu en effet ce désir. Ça, c'est vrai, Olivier, tu as tout à fait raison. Le statut même de la vérité évolue tellement à grande vitesse que, comme tu viens de le dire, la nécrose de la réalité. Alors pourquoi on achète des romans à la rentrée? Pourquoi on rentre dans une librairie? Pourquoi on est attiré plutôt par tel ou tel livre? C'est peut-être parce que justement, si on est un peu optimiste, parce qu'on a peut-être encore plus soif d'imaginaire, encore plus soif de se trouver dans une fiction où ne nous sommes pas, nous, lectrices et lecteurs, mais on va pouvoir vivre pour des personnages, si j'ose dire, en adoucissant notre imaginaire qui est fait de tellement de brutalité. Donc je poserai la question aussi à Sophie, est-ce que c'est dangereux une rentrée? Pour les auteurs, c'est très dangereux.
souvent je leur dis c'est la jungle guyanaise et on n'est pas du tout sûr de pouvoir vous envoyer des ravitaillements. C'est vrai que pour nous c'est à la fois un enjeu et en même temps voilà, on essaye de faire en sorte que ça reste un jeu, puisque nos équilibres sont aussi un petit peu différents dans la maison. Moi, je voulais juste vous parler, donc j'adhère à 8000% à ce que dit Olivier. C'est pour ça que je voulais juste vous parler vraiment de 2 livres pour finir, qui sont de la narration et qui sont un coup de cœur de la maison. C'est le livre de Wilfried Nsondé, qui raconte l'histoire de Kimpa Vita. On est dans le Congo du XVIe siècle, donc là, on voyage vraiment, on est très loin, on est sur une écriture assez magique et ça raconte, pour le caricaturer, mais vraiment j'espère que vous tous ouvrirez ce livre, c'est l'histoire d'une Jeanne d'Arc congolaise dans des espèces de rituels de magie, de transe absolue. Et ça finit pas très bien, je dois le dire, mais ça, voilà. Et le retour de l'auteur Kiran Melouda Hargrave, qui nous avait donné Les Graciers il y a 2 ans, qui avait été très apprécié par les libraires. Et c'est vrai que c'est toujours pour le coup la pression, c'est-à-dire quand vous avez un livre qui émerge, où il se passe un truc, où les libraires s'en emparent, quand vous recevez le 2e texte, vous dites « j'espère que ça sera aussi bon ». Et là, en l'occurrence, c'est très très bon, ça s'appelle La Danse des damnés, j'en dis pas plus pour pas... Merci Sophie. Dernier mot, Anna. Sur la question des rentrées en elles-mêmes, ou vous voulez que je... Je crois qu'on peut aller, Ouais. enfin, comme vous voulez. Non, mais bien sûr que c'est dur, bien sûr que c'est dur, et bien sûr que défendre la littérature, c'est un sport de combat. Et en même temps, on est le seul pays à être assez dingue pour faire ça, à inventer cette grande fête du livre. Les éditeurs étrangers nous prennent pour des fous, hein. Et je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable que finalement, contre toute rationalité de gestion, contre toute rationalité financière, finalement, chaque année, il puisse y avoir une grande fête du livre, il puisse y avoir une attention particulière des médias aussi à la littérature, ce qu'il en reste. Donc, restons joyeux, malgré tout. Merci beaucoup. Merci. Ah oui, pardon.